Diatome. Étienne Vernas, son président, n'est pas là aujourd'hui. Je vous prie de l'excuser et je vais donc essayer de le remplacer. Donc ce soir, nous recevons Maurice Contat. Maurice Contat est professeur à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Il a été directeur d'un laboratoire de génie chimique, responsable d'enseignement de chimie physique. Et donc, c'est donc un scientifique, donc normal, il va pouvoir nous parler de scientifiques. Et puis, il va nous parler des scientifiques provençaux. Alors, bon, il a fait toute sa carrière à Toulouse, mais en fait, il est originaire de la Provence, puisque il est natif de Graveson, un petit village au sud d'Avignon, très très près de Mayenne, le pays de Mistral. Et puis, son nom, Contat, je pense qu'il a aussi des origines encore plus proches de nous, du Contat vénessin. Voilà, donc je vais lui laisser la parole et il va vous parler de tous les scientifiques provençaux, de Henri Pitot à Jean-Henri Fabre, en passant par Émile Durand. Merci Maurice. Merci Fabienne. Bonsoir. C'est une nouvelle fois un réel plaisir d'être ici. J'étais là l'an dernier pour vous parler de Faraday, de l'électrochimie. J'étais là pour la fête de la science pour expliquer à des jeunes de l'école primaire de Caderousse comment on faisait du vin rouge et du vin rosé avec les mêmes raisins. Enfin bref, c'est toujours un plaisir de venir ici parce que je me rapproche de mon pays natal et puis je rencontre toujours à Marcoule des gens qui furent mes étudiants, des gens avec lesquels j'ai eu l'occasion de collaborer scientifiquement pendant des années. Et puis ce soir, c'est un peu particulier parce qu'il y a au premier rang des amis de Rochegude avec lesquels je suis allé à l'école primaire. Alors je suis un peu ému. Scientifiques provençaux, pourquoi ? Fabienne l'a dit, je suis provençal et fier de l'être. Et puis la vie m'a amené à enseigner, à chercher à l'université de Toulouse. Mais mes étudiants se souviennent que lorsqu'on rencontrait un scientifique, je prenais quelques minutes pour expliquer qui il était, comment il avait vécu, à quelle époque, qu'est-ce qu'il avait fait de scientifique, mais aussi y avait-il une anecdote à raconter dans sa vie. Et donc, l'idée des scientifiques provençaux, c'est né un jour d'une discussion avec des gens de mon village, avec Fabienne aussi, qui m'a encouragé à parler des scientifiques provençaux. Alors là, le choix est difficile. Le choix est difficile parce que cette Provence est riche de plus de 2000 ans de découvertes. Et les scientifiques, il y a des gens qui se sont occupés d'astronomie, il y a des gens qui se sont occupés d'océanographie, il y a des gens qui s'occupent de biologie. Donc, le choix fut très difficile. Alors, il a été délibéré. Moi, je suis un chimiste et un physico-chimiste de formation. Donc, je suis resté à peu près dans les disciplines que je connais un peu. Et puis, j'ai choisi des Provençaux entre les années 1600 et le 19e ou le 20e siècle. Je me suis interdit de parler des vivants, parce que de temps en temps, en science, on est un peu... Ouais. Et je ne parlerai pas du nucléaire, parce que vous en parlez souvent. J'ai choisi, c'est arbitraire, j'ai choisi quelques scientifiques. Alors tous ne sont pas, vous le verrez, nés en Provence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils y ont vécu, ils ont aimé la Provence, ils ont créé des outils scientifiques qui ont quelquefois un peu modifié nos modes de vie, nos habitudes environnementales, un peu le paysage. Et puis j'ai choisi quelques personnages. Alors, parmi ces personnages, vous verrez que même ceux qui ne sont pas provençaux,
ils ont aimé la Provence, ils ont souvent aimé les Provençales, et ça les a beaucoup aidés dans leurs travaux scientifiques. Alors, pour les puristes, je vais parler d'une Provence élargie. Dans mon village natal, qui est quelque part par ici, la Provence démarre de l'autre côté du Rhône, de là. Hein. Et là, pour des raisons scientifiques, eh bien, on va dépasser le Rhône, on va aller un peu se promener dans le Gard. Mais rassurez-vous, on n'ira pas très loin. L'endroit le plus éloigné, c'est Marseille. Et puis, bon, vous voyez ici Avignon, vous voyez Arles, Nîmes, et on ira de ce côté, pas plus loin qu'Alès. Donc on va rester dans cette région. On va rester dans cette région, et je vous propose de la visiter sous forme de 6 petites promenades, de 6 circuits, à la rencontre de ces scientifiques. Alors le premier nous amène à Aramon. Aramon, c'est à quelques kilomètres d'ici. Aramon, c'est le pays natal d'Henri Pitot. C'est un fils de bourgeois, propriétaire terrien, qui s'occupe de vendre des terres, qui fait un peu le notaire à ses temps perdus. Un homme aisé, et Henri Pitot, né à Aramon. Alors, il s'appelle Henri parce que son parrain, c'est son grand-père, c'est Henri Julien de Beaucaire, qui lui-même a comme parrain Henri de Lédignan, qui lui-même a comme parrain Henri de Montmorency, qui a été exécuté sur la place du Capitole à Toulouse, qui avait comme parrain Henri IV. Et donc Pitot était fier de cette filiation spirituelle, on va dire. Sa mère est de Beaucaire, et donc on lui propose d'aller faire des études au couvent des doctrinaires de Beaucaire. À côté du canal, il y a un grand restaurant assez réputé maintenant, et là il y a les doctrinaires qui font de l'enseignement. Et là, Henri Pitot apprend le latin, il apprend un peu de grec, il apprend tout un tas de choses qui ne l'intéressent pas. Et donc, il abandonne très rapidement. Mais son père, qui veut le voir instruit quand même, dit « ça n'est pas bien. Tu vas pas finir comme un cancre. » Et donc, il le fait s'engager dans l'armée, et il rejoint son frère à Grenoble. Donc, il rentre dans l'armée, et à propos d'une permission, un jour, il rentre dans une librairie de grenobloise. Et là, il tombe sur un ouvrage de géométrie. C'est la révélation. Il veut faire de la géométrie. Et il veut faire de la géométrie pour l'appliquer à l'astronomie. Alors, il revient à Aramon, il démissionne de l'armée, il dit à son père, voilà ce que je veux faire. Et donc, au fil des années, il va être autodidacte. Son père lui installe sur la maison une espèce de tour avec un semblant d'observatoire, et il va observer les étoiles. Et puis, il va se cultiver en mathématiques, en physique. Son père est un peu inquiet. Il ne sait pas si ça progresse bien. Mais il a comme ami l'abbé d'Uzès. Et un jour, il fait venir l'abbé d'Uzès à Aramon. L'abbé d'Uzès est un lettré. Et donc, il interroge le jeune Henri. Et à la fin de l'interrogatoire, le curé d'Uzès dit à son père, « Il en sait maintenant plus que moi. » Donc, le temps est venu que le jeune Pitot aille rencontrer le monde. À Aramon, il y a une comtesse qui est parente avec les Pitot et qui est bien introduite dans la société parisienne. Ça, c'est le château d'Aramon où elle habitait. Et donc, elle prend sa plume et elle écrit une lettre de recommandation
pour Henri Pitot auprès de Réaumur. Réaumur est en train d'inventer le thermomètre à mercure. Et l'une des premières choses que fera le jeune Pitot, c'est l'étalonnage du thermomètre à mercure. Et puis, il a prévu une éclipse de soleil, et effectivement, il est l'un des rares à l'avoir prévu. Tant et si bien que ça attire non seulement Réaumur, mais l'Académie des sciences, qui va lui proposer un petit salaire de mécanicien. Et donc, il rentre à l'Académie des sciences et il va y rester quelques années. Il va publier une vingtaine de notes pour l'Académie des sciences, dont une qui est restée très célèbre sur la commande des bateaux à voile. Un peu plus tard, quand les Anglais seront informés de cette note, il aura un peu de célébrité de l'autre côté de la Manche. Donc, il a une carrière à l'Académie des sciences et il se sent pas très bien à Paris, quand même. Le midi lui manque. Et puis à Aramon, il y a Marie-Léonine d'Arambure de Sabalona, qui est aussi belle que lui n'a pas un physique très agréable. Et donc, il revient à Aramon, il l'épouse, ils auront 2 enfants, et là, il va s'installer à Aramon, et il va travailler en étroite collaboration avec la Sénéchaussée de Nîmes. Donc, il va faire un deuxième métier. Quand il était chez Réaumur, il avait entre ses mains des petits tubes capillaires. Et un jour, il invente cette machine que l'on appellera désormais le tube de Pitot. Vous voyez, 2 tubes capillaires concentriques, avec ici un trou de ce côté. Alors imaginez cet engin dans un flux gazeux. Vous voyez que là, le gaz, il va passer très, très facilement. Donc, il va appuyer une pression importante ici, tandis que il y a une partie du gaz qui va rentrer beaucoup plus difficilement par ce petit trou. Donc, il va y avoir un dénivelé entre les 2 niveaux qui sont ici. Eh bien, Pitot constate qu'il y a une corrélation entre la différence de pression en bas et la vitesse du fluide. Et donc, les tubes de Pitot sont désormais utilisés pour mesurer des vitesses de gaz, des vitesses d'eau dans de l'eau circulante, dans des liquides circulants. Il y a des tubes de Pitot. Sur tous les engins volants au-dessus de nos têtes, il y a au moins 4 tubes de Pitot. 4 tubes de Pitot qui donnent l'information sur la vitesse de l'avion. Et de temps en temps, on entend parler des tubes de Pitot. Il y a 2 ans, on a dit que l'accident du Rio-Paris était dû à une défaillance des tubes de Pitot. Alors, on ne saura jamais la vérité. Moi, je sais que j'y avais une collaboratrice et amie. Son mari est un étudiant brésilien. Et bon, si le tube de Pitot peut s'obstruer, c'est par des poussières, par des oiseaux, des choses comme ça. C'est la raison pour laquelle il y en a 4, pour qu'on ait redondance de données dans l'information. Et puis, ça peut se colmater par le givre. Et donc, maintenant, il y a beaucoup de tubes de Pitot qui sont équipés de résistance chauffante de façon à ce que le gel ne vienne pas perturber le débit à l'intérieur, notamment du tube central.